En anglais, disruption, ça veut dire un bouleversement. En français, disruption, c'est un terme scientifique en physique nucléaire qui décrit un processus dans une réaction en chaîne. Et depuis les années 90, c'est devenu aussi un terme de marketing, le marketing disruptif. Ça a été exposé par un théoricien de la publicité qui s'appelle Jean-Marie Dru, qui en fait vit aux États-Unis d'ailleurs, voilà, et qui a expliqué en 1997, je crois, que la disruption est une stratégie pour surprendre et complètement tétaniser ses adversaires. Donc c'est une démarche, on pourrait dire, de guerre économique. Moi-même, j'en ai donné une définition un petit peu plus spécifique, mais qui est la définition, je crois, en fait, qui domine aujourd'hui. Pas à cause de moi, mais c'est parce que j'ai essayé de définir la manière dont le mot est usité. Par exemple, à Harvard. Aujourd'hui, Christensen est un prof qui enseigne la disruption à l'université d'Harvard en marketing. Et la disruption, on peut dire que c'est la stratégie de Uber, par exemple. L'ubérisation, c'est un processus de disruption. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Ça veut dire qu'on utilise la technologie, en particulier la technologie numérique, qui va extrêmement vite dans son évolution, puisqu'en gros les standards changent. Du côté des logiciels, c'est quasiment tous les mois, du côté des matériels, c'est tous les ans, voire moins. Et finalement, ça fait exploser les structures sociales. Bon, je parle souvent d'Uber parce que tout le monde le connaît, cet exemple-là, mais tout le monde le connaît en plus en France parce qu'il y a eu quand même des bagarres avec des blessés entre les taxis et les chauffeurs Uber. Pourquoi? Parce que la disruption ubérienne, si je puis dire, c'est la destruction de l'organisation du système de taxi de Paris, ou de France, et du monde entier, parce qu'il n'y a pas qu'en France, ou qu'en Europe, qui est produite par le fait qu'on utilise des technologies qui peuvent s'implanter extrêmement vite, à des coûts extrêmement bas, et qui peuvent totalement perturber un dispositif, voilà, qui, par exemple, le système des taxis, il est régulé comme il l'est, je crois, depuis la libération de la France, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, et voilà. Alors, ça c'est la définition, je dirais comme ça, un petit peu formelle et théorique. Après, la disruption, c'est ce que nous vivons tous en ce moment. Parce que nous tous, nous sommes plus ou moins inquiets. J'affirme, moi, que nous sommes tous inquiets. Il y a des gens qui me disent pas du tout, je ne suis pas du tout inquiet. Je crois, moi, pour les connaître, que je vois certains symptômes qu'ils sont inquiets, mais qu'ils ont une capacité à produire de la dénégation de leur inquiétude considérable. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui sont inquiets, peut-être que tous ne le sont pas. Il y a beaucoup de gens qui sont tout simplement aveugles, qui ne voient rien, donc qui ne sont pas inquiets parce qu'ils ne sont absolument pas lucides. Mais nous sommes tous inquiets. Pourquoi? Tout simplement parce que, c'est un exemple que je rabâche là aussi tout le temps parce que tout le monde le connaît. Parce que par exemple le GIEC en 2014, au mois d'octobre, c'est-à-dire il y a 2 ans déjà, a écrit que dans les 10 ans qui viennent, s'il ne se passe rien, nous entrons dans une période qui sera plus contrôlable du tout en matière d'évolution du climat et que c'est très 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 préoccupant. Migration de gens chassés par l'augmentation du niveau des eaux, par la sécheresse, par les tempêtes, etc. Alors déjà qu'on a eu des gros problèmes de migration ces derniers temps en Europe, et on a vu le résultat absolument calamiteux, ce qui fait que Merkel, par exemple, est en train de se faire déstabiliser par l'extrême droite allemande. Ça n'est qu'un tout petit avant-goût de ce que serait, si on suit le GIEC, les conséquences d'une inaction par rapport à ce qui se passe du côté du climat. Or, eh bien, l'inaction, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons par rapport à un processus qui, par ailleurs, lui, est très 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 actif, qui n'est pas la régulation politique, mais l'agressivité de la guerre économique, et qui aboutit à, sans arrêt, faire exploser les cadres de régulation, à déréguler de plus en plus, à déréglementer de plus en plus, et à augmenter de plus en plus la toxicité de ce qu'on appelle l'anthropocène. L'anthropocène étant une période géologique, c'est maintenant quasiment officiel, puisque l'Association internationale de géologie s'est prononcée sur ce sujet le 29 août 2016, donc il y a 2 semaines, en disant, même si le dossier est en instruction, c'est pas du tout tranché, mais en disant, oui, maintenant nous reconnaissons l'Anthropocène comme pouvant être une ère géologique.
Et cette ère géologique, ce qui n'est pas rien une ère géologique, ça décrit normalement les aires géologiques, ça décrit des périodes de dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années ou millions d'années. Eh bien nous serions dans une ère géologique ultra courte, 250 ans. L'Anthropocène. C'est pour ça que beaucoup de géologues disent que ce n'est pas une ère géologique, c'est beaucoup trop court. Ce n'est pas l'échelle de la Terre. Ben si, c'est l'échelle de la Terre. Pourquoi ? Parce qu'avec la disruption, on accélère énormément la vitesse de transformation. Et vous voyez bien qu'en l'espace de 5 ans, par exemple, disons 10 ans, pour faire bon poids, comme on dit dans le monde agricole du Sud-Ouest. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de publicité avec des écrans vidéo partout. Ça a changé. Il n'y avait pas de drone. Il n'y avait pas Minecraft. Mais il n'y avait rien en fait de ce qui aujourd'hui est complètement omnipotent, omniprésent et angoissant. Il n'y avait pas non plus ce qu'on appelle la data economy. Ce qui a rendu ça possible, tout ça, c'est ce qui est à la base aussi de la data economy, c'est-à-dire le fait que les machines que nous utilisons tous plus ou moins, là je ne sais pas où est mon smartphone, parce que j'ai aussi moi un smartphone. Mon smartphone qui est, tout le monde l'a dit mais je le redis, tant pis, voilà, dans mon smartphone j'ai 10 fois la puissance de calcul de la NASA des années 50. Et avec ce petit ordinateur de poche, eh bien en fait je suis en permanence en train de produire des cookies, des likes, moi non, parce que je ne pratique pas ces trucs-là, mais beaucoup de gens en produisent énormément par jour, et toutes sortes d'autres choses, ou bien de naviguer sur Google, ce que je fais là par contre beaucoup, et Google a tracé mon parcours, mes parcours depuis 15 ans, en totalité, et comme j'ai fait beaucoup de parcours, au moins 20 par jour à mon avis, 15 ans ça fait quand même 5000 jours, 5000 par 20, ça fait 50 000, ça fait 100 000 parcours. Et sur 100 000 parcours analysés par des algorithmes qui m'ont formalisé à partir de mes comportements, par des statistiques, à travers les algorithmes de ce qu'on appelle maintenant les big data, ces systèmes sont capables de se faire une représentation de mes comportements, ce qui fait que quand je commence à interagir avec une plateforme, je commence à rentrer des informations, tout ça. Ah, il complète, il va plus vite que moi. Tiens, c'est bizarre, il a tapé le mot que je voulais taper avant moi. Et puis il me propose, ah, c'est pas exactement ce que je voulais, mais oui, c'est intéressant, etc. Ah, tiens, ce canapé est pas mal, ou ce bouquin. En fait, il m'anticipe. Il m'anticipe parce que il fait des calculs. Ça, c'est pour moi la base de la disruption. La base que j'appellerais physiologique et organologique de la disruption. Le système avec lequel je travaille est capable, dans certaines circonstances, d'aller 4 millions de fois plus vite que mon système nerveux. Parce que mon système nerveux, qu'est-ce que c'est que mon système nerveux ? Par exemple, je vous parle là, ce que je suis en train de vous dire, ça circule sur des nerfs, vous êtes d'accord ? Parce qu'il y a des muscles là qui fonctionnent, il y a ma trachée artère à l'intérieur de laquelle il y a des cordes vocales, etc. Bref, il y a ce qu'on appelle l'organe phonatoire, ou bien je fais des gestes, ou je pourrais écrire et tout ça. L'information, ce qu'on appelle l'influx nerveux sur mes nerfs, circule à 50 mètres par seconde. Sur une fibre optique, il circule à 200 millions de mètres par seconde. 4 millions de fois plus vite. Et ça, c'est très très important parce que ça permet aujourd'hui, avec les gens qui appartiennent à ce qu'on appelle le capitalisme des plateformes, donc les grandes plateformes comme Amazon, etc., de travailler, ou Facebook, de travailler avec des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards de gens, Facebook, 1,5 milliard de personnes, sur lesquels ils peuvent faire des calculs en temps réel, simultanément, par rapport à des requêtes que font des gens. Voilà. Et à partir de là, le résultat, quel est-il ? Je vais le dire dans un langage un peu de philosophe. Ce que nous appelons dans le langage ordinaire nos souvenirs, nos mémoires, nos comportements, voilà, par exemple, hier, je suis allé à tel endroit, avant-hier, j'ai mangé un gazpacho, cet été, j'étais en vacances en Corse, l'année dernière, j'ai passé un mois en Chine, etc. Bon, ça s'appelle des rétentions chez les philosophes, chez les phénoménologues. Et les rétentions produisent et contiennent des protensions, c'est-à-dire des désirs. Je suis allé en Chine, j'aimerais bien retourner en Chine. Ou alors, je ne refoutrais plus jamais les pieds en Chine, etc. Ça produit, si vous voulez, des anticipations. Je prolonge les schémas de rétention, voilà, je les continue, c'est-à-dire qu'avec le passé, dans le présent, je produis du futur. On va appeler ça mes désirs, ma volonté, mes anticipations, etc.
J'étudie ces choses-là depuis très longtemps, moi. Je m'intéresse à ces questions d'un point de vue philosophique depuis très longtemps. Mais je m'intéresse aussi aux technologies parce qu'il y a des technologies qui permettent de contrôler vos rétentions et vos prétentions. Et en particulier, les technologies actuelles le permettent très fortement. Alors, qu'est-ce que ça engendre, ça? Cette accélération, eh bien, ça engendre un sentiment diffus, mais de plus en plus lourd, que nous allons nous précipiter contre un mur. Et que, parce qu'il n'y a pas que le GIEC qui dit ce genre de choses. Il y a des gens, comme vous le savez, des biologistes et des zoologues américains qui disent que nous entrons dans la 6e extinction de masse et que l'espèce la plus menacée, c'est l'espèce humaine. Il y a des gens, des physiciens qui ont écrit un texte il y a 2 ans déjà dans la revue Nature qui s'appelle The Shift et qui annonce que nous entrons dans une période ultra chaotique incontrôlable. Parce que ce sont des gens qui font des analyses systémiques, ils disent les combinaisons de facteurs de crise avec des effets dominos, avec tous ces machins, crise financière, crise climatique, crise économique, crise guerrière, crise environnementale, crise mentale. Parce que moi je travaille beaucoup avec les psychiatres. Les psychiatres sont très inquiets, surtout les pédopsychiatres. Je pourrais vous montrer une lettre d'une pédopsychiatre avec laquelle je travaille. C'est terrifiant ce qu'elle raconte, terrifiant. Sur les petits-enfants. Tout le monde sait, surtout les gens qui ont des enfants et des petits-enfants, et qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre mes mômes dans ce monde-là? Comment ils vont vivre? Même s'ils trouvent un boulot, mais quel intérêt de... Tout le monde est inquiet. Alors beaucoup de gens ne veulent pas le savoir, parce que c'est normal qu'ils ne veuillent pas le savoir. Ils ont besoin de dormir, les gens. Et quand vous commencez à vous poser ce genre de questions, vous ne trouvez plus le sommeil. Donc, il y a donc un processus de dénégation, qui par ailleurs est soutenu par toutes sortes de lobbying, qui consiste à dire, mais non, il n'y a pas de problème, ça c'est pas toxique, on vous dit que c'est toxique, mais c'est pas vrai. Oui, il y a eu quelques milliers de morts, mais c'est pas grave, etc. Et par exemple, l'industrie du tabac, qui finance des laboratoires français pour obtenir, excusez-moi, je vais parler, qui ferment leur gueule. Et ça s'appelle se faire acheter. Donc, il y a toute une organisation de la dénégation, sans parler des médias de masse, évidemment, qui vous étourdissent. Parce que, et vous n'avez pas le temps de penser à les événements, parce qu'à peine vous sortez d'un événement énorme qui mériterait qu'on réfléchisse. Il y en a un autre tout aussi énorme qui arrive, et s'il n'existe pas, on le produit. BFM TV, par exemple, produit ces machins-là, parce que ça fait tourner la boutique. Ça date pas de BFM TV. Hein. Moi, j'ai travaillé à l'INA, je connais assez bien la télévision. Les fausses informations de TF1, par exemple, le fameux obus sur le marché, je sais plus où, dans la guerre de Yougoslavie, qui n'était pas du tout... enfin bon, ou la fausse interview de Fidel Castro, j'ai fait un livre dessus avec Jacques Derrida. Bon, ça date pas... Je suis pas en train de dire que c'est BFM TV qui a commencé. C'est parce qu'il se trouve qu'en ce moment, c'est BFM TV, mais c'est, disons, le moment où on a transformé l'information et la culture, parce qu'en principe, si vous regardez le cahier des charges du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que je connais très très bien, cultiver, informer, distraire. Voilà. Non, pardon, éduquer, informer, distraire. C'est ça, en principe, normalement, le rôle de la télévision. Alors, vous connaissez peut-être le cahier des charges, que TF1, par exemple, a une obligation de produire tant de films, etc. Ils en produisent, mais ils les passent à 2h du matin, parce que ça n'intéresse personne. Ils veulent mettre des séries américaines, ou je sais pas quoi, ou des films de talk-show, enfin pas des films, des émissions de plateau, hein, dans leur petite guéguerre, autrefois avec M6, maintenant avec BFM TV. Mais, enfin, bref, ce système-là, qui participe à la disruption, c'est ce qui a produit une immense démoralisation. Et pourquoi est-ce que les gens sont profondément démoralisés? Eh bien parce qu'ils savent intuitivement ce que je vais essayer de vous dire maintenant conceptuellement. J'ai été membre du Conseil national du numérique pendant 3 ans, je ne suis plus depuis le mois de janvier, mais pendant 3 ans j'ai répondu à des questions que posaient des ministres, des députés, des autorités publiques. Et ce que j'ai constaté, c'est que on nous posait des questions par rapport auxquelles, pour répondre sérieusement à ces questions, c'est-à-dire en tenant compte du droit, des données statistiques, des spécificités, je sais pas, d'une situation économique locale, etc. Il fallait se donner quand même un peu de temps de réflexion. Quelques mois, quoi, 2-3 mois, parfois 6 mois. Nous arrivions à produire ce qu'on appelle des avis, puisque
Les conseils consultatifs comme cela sont là pour donner des avis à partir de ce qu'on appelle des saisines, c'est-à-dire que nous sommes saisis par le Premier ministre, par le ministre de l'Éducation nationale, par je ne sais pas quoi, et nous donnons un avis. Nous arrivions à produire des avis très vite, parfois en 3-4 mois. En général, c'est plutôt 2-3 ans pour donner un avis, parce que c'est très très compliqué, ces machins-là. Et bien, quand vous donnez l'avis, le problème a disparu. C'est ça la disruption. C'est ce que j'ai appelé le Far West technologique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la technologie telle qu'elle est développée aujourd'hui, en particulier dans la Silicon Valley, pas seulement, mais surtout dans la Silicon Valley, est conçue pour prendre de vitesse toujours tous les dispositifs de régulation pour ne pas être dans un cadre légal. C'est-à-dire, on n'est pas exactement hors la loi, on est en vide juridique. On est dans une situation de vide juridique. On ne connaît pas, on ne sait pas, il n'y a pas de loi. Vous n'êtes pas hors la loi, puisqu'il n'y a pas de cadre juridique. Uber, par exemple, pas exactement hors la loi. Il n'y a rien qui interdit à proprement parler de faire ce que fait Uber. Vous voyez, on ne peut pas dire ce sont des gens malfaisants, on va les foutre en tôle ou on va leur mettre une amende. Non, c'est beaucoup plus retors que ça. Mais je donne cet exemple d'Uber parce que voilà, tout le monde le connaît, mais c'est dans tous les domaines. Et par exemple, dans le domaine de la science, j'étais un jury ce matin d'astrophysique. J'aime bien moi travailler avec la science, avec les scientifiques. Et ici, à l'Institut de recherche et d'innovation, nous travaillons sur les effets du numérique sur les savoirs. Et qu'est-ce qui se passe avec le numérique dans les savoirs ? Énormément de choses. Énormément de choses. Par exemple, on utilise ce qu'on appelle les big data dans les savoirs. Et les big data produisent des résultats beaucoup plus rapidement que les théoriciens ne sont capables de les formaliser d'un point de vue théorique. Donc on entre dans un vide théorique, c'est plus un vide juridique. Et c'est très très grave, parce que si vous avez un tout petit peu lu par exemple Platon, qu'est-ce qu'il nous explique Platon ? Il dit, bien sûr qu'une technique peut être extrêmement efficace, etc., mais on n'est jamais sûr qu'elle soit universellement vraie. Si elle ne l'est pas, il peut y avoir un cas où tout à coup elle se trompe. Et on ne sait pas à quel niveau ça va être possible. Aujourd'hui, on fonctionne avec les big data de plus en plus comme ça, avec la question du refoulement de ce que un chercheur d'origine libanaise, je crois, j'arrive plus à retrouver son nom, qui a écrit Le Cygne Noir, The Black Swan, a expliqué. C'est-à-dire que pendant très 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 longtemps, pour les zoologues européens qui étudiaient les animaux, les cygnes étaient tous blancs. Il ne pouvait pas y avoir de cygne noir, ça n'existait pas. Et puis ils sont arrivés en Australie, ils ont trouvé des cygnes noirs. Les big data, ça ne fonctionne que statistiquement. Donc ça fonctionne par consolidation de l'expérience. Mais l'expérience ne suffit jamais à penser la réalité. Parce que la réalité, il y a toujours dans la réalité quelque chose qui peut dépasser l'expérience. Voilà. Et c'est là qu'il faut faire la connexion entre le GIEC, the big shift, l'extinction de masse et l'accélération dont je vous parle. Parce que cette accélération, elle accélère le développement de l'Anthropocène. Qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène ? Finalement, je ne l'ai pas défini. L'Anthropocène, c'est une période géologique dans laquelle l'homme, en tant qu'il est un être technologique, c'est-à-dire qu'il crée des puissances de plus en plus grandes, par exemple la machine à vapeur, puis le réacteur nucléaire, l'avion de chasse, etc., eh bien, devient plus puissant que les courants marins, que les vents, que les forces telluriques, et est capable de complètement les déstabiliser. Un des très très gros problèmes aujourd'hui qui se pose, c'est le taux d'acidité dans les océans, parce qu'on est en train de modifier très profondément la structure chimique des océans. Et c'est très très grave, parce que les océans, ce sont des espèces d'immenses réserves à absorber et à transformer chimiquement ce qu'il y a dans l'atmosphère, pour que l'atmosphère reste habitable. C'est pas fait pour ça. Mais la vie s'est développée comme elle s'est développée parce qu'il y avait ces possibilités-là. Et si subitement on change ces possibilités, la vie devient impossible. Et donc nous sommes aujourd'hui confrontés à cela. Moi je ne suis pas optimiste ni pessimiste. J'ai horreur des optimistes, qui sont des gens qui s'empêchent de réfléchir aux conséquences négatives de tout ça, parce qu'ils se disent « Bon, moi je suis optimiste, bon, moi je suis une nature très optimiste, tout s'arrange toujours. » Non, tout s'arrange pas toujours. En 1914, ça ne s'est pas du tout arrangé. Jaurès a été assassiné et ensuite la guerre a commencé. Des 10 millions de morts. Voilà. C'est pas arrangé du tout. Il faut être sérieux. En 1939, il n'y a pas de quoi être très optimiste. Paul Valéry écrit un livre, un texte extraordinaire,
qui s'appelle la baisse, enfin qui s'appelle pas comme ça, mais qui décrit ce qu'il appelle la baisse de la valeur esprit, il annonce le nazisme, il annonce la Shoah, il sent venir tout ça, il dit ça va être catastrophique. Oh, oiseau de mauvais augure, Cassandre. Ben oui, mais s'il y avait eu plus de Paul Valéry, il n'y aurait peut-être pas, justement pas eu ce genre de choses. Donc, le problème, c'est pas d'être pessimiste ou d'être optimiste, c'est d'être lucide et courageux. Il faut être lucide et regarder les choses en face, il faut lire les données, il ne faut pas être dogmatique, il y a des gens qui contestent ce que je viens de vous dire là, sur le GIEC et tout ça, il y en a de moins en moins, de moins en moins. Moi je suis dans un institut où il y avait beaucoup de climato-sceptiques, il n'y en a quasiment plus. Ils ont laissé tomber. Ils défendaient tous Claude Allègre, pas tous mais un certain nombre, et c'est terminé. Ils ne défendent plus du tout Claude Allègre parce qu'ils sont convaincus qu'ils avaient tort. Et certains le reconnaissent, ils finissent, il y a des gens formidables, ils disent « je me suis trompé ». Voilà. Ça c'est vraiment, pour moi, ça c'est grand. On se trompe tous, donc comme tout le monde se trompe, les gens qui sont vraiment grands, ce sont ceux qui disent qu'ils se sont trompés. Voilà. Ceux qui ne se trompent jamais, en fait c'est faux, ils se trompent toujours un peu, mais ils ne le disent pas. Voilà. Alors, il ne faut pas être non plus pessimiste, parce qu'être pessimiste, ça veut dire baisser les bras. Non, il faut se battre, il faut être courageux. Il faut se remuer. Se battre, ça ne veut pas dire être agressif. Ça veut dire être prêt à affronter le réel, à essayer de le transformer. C'est urgent. Il faut absolument transformer le réel aujourd'hui. On n'a plus le choix. Alors évidemment, dans une période où on sort un quinquennat de M. Hollande, on se dit, transformer le réel ? On nous a déjà fait ça. Voilà. Alors, moi je me dis, ne nous occupons pas trop des présidentielles et occupons-nous plutôt de problèmes très précis et en faisant des démonstrateurs. Ici à l'IRI, nous faisons des démonstrateurs. Ce qu'on appelle les démonstrateurs dans le langage technocratique de la gestion de la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous fabriquons des machins qui fonctionnent pour démontrer que nous avons une idée qui est implémentable, comme on dit, sur des machines, sur des réseaux, que le public s'y intéresse, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire des démonstrateurs comme ça, mais à l'échelle politique, pas simplement avec des machines, des logiciels ou des services, mais avec des gens. Voilà. Pour lutter contre la disruption. Alors, j'ajoute juste un mot, lutter contre la disruption toxique, parce que je pense qu'il y a de la disruption positive, parce que c'est bien de changer les choses aussi. Et donc, en ce moment, je réfléchis beaucoup avec l'IRI et avec une association qui s'appelle Ars Industrialis, à produire un modèle positif de disruption à la française. Et du coup, dans ce livre, vous évoquez un jeune homme, Florian, je crois, oui. qui pense qu'il fait partie d'une des dernières générations. Donc déjà, comment on en est arrivé là, même si vous y avez répondu en partie. Et du coup, est-ce que ce phénomène touche en priorité les jeunes pour vous ? Est-ce que c'est les premières victimes de la disruption ? Évidemment que ce sont les premières victimes. Tout le monde s'en inquiète pour diverses raisons. Il y a des vieux très égoïstes qui se disent mais si les jeunes n'ont plus de boulot, on ne pourra plus me payer ma retraite. Donc ça c'est tout bête, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a des contraintes de solidarité intergénérationnelle qui font qu'en effet, si les jeunes ne travaillent pas, on ne pourra pas payer les retraites. La mienne par exemple, que je vais prendre très bientôt. Mais il y a des gens qui s'en inquiètent pour des raisons, je dirais, plus sympathiques. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils se font du souci ? Nous posons, nous ici à l'IRI depuis 3 ans, que l'automatisation qui est provoquée par les big data et la disruption, la nouvelle vague d'automatisation comme on l'appelle, va détruire la moitié des emplois. Pas tout de suite, pas de manière homogène. Il y aura des pays où il y aura moins de destruction d'emplois, d'autres où il y en aura plus. Mais ce n'est pas nous qui disons ça, c'est de très très grandes institutions, le MIT, qui est quand même assez sérieux, le MIT. Le MIT a fait halte à la croissance. Parce qu'on dit toujours c'est les écolos, tout ça. Non, c'est le MIT. C'est le cœur de l'industrie américaine qui a sorti ce rapport. Et d'ailleurs, Jimmy Carter voulait appliquer. Et c'est pour ça qu'il s'est fait virer. Il a échoué parce qu'il voulait remettre en cause le mode de vie américain. Il disait faut arrêter de gaspiller 300 litres d'eau par jour et par Américain. Il faut diminuer la consommation des automobiles. Il faut changer le mode de vie, développement des États-Unis. C'est Jimmy Carter qui a dit ça.
Et il s'est fait virer, bien sûr. C'est un très gros problème, parce que les gens, comme ça, dans l'abstrait, se disent oui, mais dès qu'on commence à dire, ça va avoir des conséquences sur votre mode de vie, sur votre emploi, sur... Bon, là, c'est une autre affaire. Et M. Trump, en ce moment, joue à fond sur ce genre de problème, ce genre de contradiction. Alors, il n'en reste pas moins que Oxford, le MIT et beaucoup d'autres instituts, l'Institut Bruegel, l'Institut Roland Berger, etc., disent que on va perdre entre 30 et 70% d'emplois, selon les scénarios. Le scénario pire, c'est un Américain qui s'appelle Randall Collins, il dit à 30 ans, c'est 70% des emplois américains qui vont disparaître. Pourquoi ? À cause de ce que Bill Gates appelle la software substitution, c'est-à-dire la possibilité de remplacer des gens par des logiciels. Ces logiciels éventuellement pilotant des robots, des appareils, etc., etc. En réalité, la nouvelle vague d'automatisation, elle est provoquée par la combinaison de 3 choses différentes. Le développement de ce qu'on appelle les objets autonomes, les automobiles sans chauffeur, les aspirateurs sans ménager ou sans ménagère, et il y en aura de plus en plus des objets comme ça. Les tracteurs qui marchent tout seuls. Ça existe, à Beauvais, il y a une ferme, modèle, il y a des tracteurs, il n'y a personne dessus. Et non seulement il n'y a personne dessus, mais en plus, ce sont des logiciels qui disent il faut épandre tel type d'engrais en ce moment parce qu'il y a des capteurs dans la terre, etc. C'est une ferme ultra moderne. Personne ne travaille dessus. Il y a d'ailleurs aussi une laiterie en Bretagne où il n'y a personne pour traire les vaches. C'est entièrement automatisé. Ni pour leur donner le foin, ni rien. Il n'y a pas d'employés. Il y a, je ne sais plus combien, 1000 vaches, un truc comme ça. Il y a d'immenses... c'est des espèces d'usines à traire des vaches. Et les vaches sont télécommandées en quelque sorte. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Mais c'est dans tous les domaines. Alors ça, c'est lié aux objets autonomes qui se développent. Il y a par ailleurs les big data. À cause de toutes les données que nous mettons en ligne, des cookies que nous produisons, etc., on a pu licencier des milliers de comptables, de gestionnaires de stock, de manutentionnaires, etc. Quand je dis des milliers, c'est des millions à l'échelle de la Terre. Hein. Vous avez peut-être entendu dire que le forum de Davos, le dernier, qui s'est réuni cet hiver, a anticipé, je ne sais plus combien, 10 millions d'emplois qui vont disparaître en Europe, un truc comme ça, à une échéance très courte. Et il n'y a plus que François Hollande pour croire qu'on va encore maintenir l'emploi. Mais même son président de France Stratégie, qui au départ disait comme lui, il a écrit un rapport que je critique vertement dans un de mes livres, qui s'appelle La France en 2025. Bon, j'ai dézingué ce rapport en montrant que ça ne tenait pas debout. Et bien maintenant, il en arrive presque à dire la même chose que moi. Donc, en tout cas pas lui, mais France Stratégie en arrive à dire, parce qu'ils sont bien obligés de s'incliner. Oui, voilà, l'automatisation va détruire les emplois. Et c'est pas une petite quantité d'emplois, quoi. Ce sont des millions d'emplois. À partir de là, évidemment, on ne peut que s'inquiéter considérablement, dont Florian, qui s'inquiète pour bien d'autres raisons, pas simplement pour ces raisons-là. Mais, vous savez, les premiers à s'inquiéter de manière officielle, c'est les punks, 1977, Liverpool, No Future. Voilà. C'est un mouvement qui est connu comme un mouvement de rock, etc., mais c'est plus profond que ça, les punks. Hein. C'est un mouvement, véritablement, qui annonce que nous sommes une génération abandonnée, sacrifiée, comme on dit, etc. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Non pas parce qu'il y a des méchants, moi par exemple, les baby boomers, comme on les appelle, qui prendraient tout, etc. Non, c'est pas parce qu'ils prennent tout, mais c'est parce qu'ils réfléchissent plus. Et qui n'ont pas fait en sorte de transformer les situations, les baby boomers, pour faire que la vie soit plus prometteuse pour le XXIe siècle. Et de fait, ce qui est en train de se préparer en ce moment même, ah oui, Roland Berger, que nous dit-il, et il nous dit que, il disait il y a 2 ans maintenant, qu'en 10 ans, la France aura perdu 3 millions d'emplois. Ça fait pas mal, hein. C'est pas tout à fait le doublement du nombre de chômeurs, mais pas loin. Parce que les chômeurs, il y a beaucoup plus que 3 millions de chômeurs aujourd'hui en France. Hein. On nous dit qu'il y a 3 et quelques, mais c'est archi faux.
Voilà, c'est parce qu'il y a il y a les gens qui sont considérés comme n'étant pas chômeurs alors qu'ils travaillent un jour par semaine. Bon, mais voilà, bon, laissons passer ça. En tout cas, c'est un chômage autour de 20%. Et selon les territoires, ça va changer. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a 2 ans, lorsque Roland Berger a fait cette étude, en Seine-Saint-Denis, les jeunes de moins de 25 ans étaient 38% au chômage. Aujourd'hui, ils sont 50% au chômage. Et ils seront probablement 80% au chômage dans 10 ans. Comment voulez-vous que ça fonctionne? D'abord, ça ne peut pas fonctionner parce que de toute façon, n'ayant plus de pouvoir d'achat, les gens ne consommeront plus. Et donc s'ils ne consomment plus, les robots ne pourront plus fabriquer. Il faut bien que les gens achètent ce que fabriquent les robots. Sinon, c'est ce qu'on appelle la surproduction. C'est la figure la plus connue de la crise économique capitaliste. Voilà, c'est la surproduction. Et c'est ce qui est la pire forme. Hein, c'est l'effondrement économique de tout le monde. Les capitalistes, les banquiers, les ouvriers, tout le monde. Tout le monde au chômage. C'est ce qui est à l'origine du nazisme en Allemagne. Hein. Je le dire en passant quand même. Une des origines, c'est pas la seule, mais une des origines. Alors, si on raisonne comme ça, si on dit il peut y avoir jusqu'à, dans certains territoires, 80% de jeunes au chômage, par ailleurs, il y a un autre problème. C'est pas simplement qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat et qu'ils ne peuvent pas faire tourner la machine économique, c'est qu'ils vont commencer à devenir méchants. Hein. Ils sont déjà parfois un peu méchants. Mais si des jeunes gens savent qu'ils n'ont aucune chance de jamais travailler, bah, ils deviennent inévitablement méchants. Et on ne peut même pas leur en vouloir en plus. Comment voulez-vous leur en vouloir? C'est pas possible. Il faut bien qu'ils se débrouillent. Ou alors il faut les exterminer, comme faisaient les commandos de la mort au Brésil. C'est ce que faisaient les commandos de la mort avec les mômes. Ils les assassinaient au pistolet mitrailleur. Hein, à Rio de Janeiro, il y a 30 ans, 40 ans. Et c'est ça qu'on va faire en Seine-Saint-Denis? Eh bien non, parce que de toute façon, ils ont des kalachnikovs, ils s'en servent beaucoup mieux que nous en plus. Donc, c'est sûrement pas comme ça que ça se passera. Donc il faut être lucide, il faut changer le système économique. Il n'y a pas d'autre solution. Et il faut le faire sereinement, tranquillement, je ne vais pas dire en prenant son temps, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Mais par contre, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, il faut mettre toutes ces questions-là noir sur blanc, mettre toutes les cartes sur la table, ne rien cacher. Et dire maintenant, comment est-ce qu'on fait pour reconstruire une rationalité économique? Parce qu'en fait, tout ça repose sur une irrationalité économique. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie totalement irrationnelle, pour 2 raisons. Vous savez, l'automatisation, ça ne commence pas au XXIe siècle, ça commence au XVIIIe siècle, enfin au XIXe siècle. Ça commence au XVIIIe siècle, mais ça devient industriel au XIXe siècle. Et c'est ce qu'on appelle la première vague d'automatisation. Et ça produit, disons, le capitalisme industriel tel qu'on le connaît. Voilà. Cette première vague d'automatisation, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Des gains de productivité très très importants qui vont donner une transformation complète de l'Europe occidentale, parce que ça se produit en Europe occidentale, Angleterre, France et Allemagne, essentiellement. Au départ, ça ne concerne, et Belgique, ça ne concerne que ces pays-là. Après, ça va concerner l'Amérique du Nord, voilà. Très vite. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a une transformation complète de la démographie des pays. C'est-à-dire que les agriculteurs qui étaient très dominants, 60, 70, 80% de la population, vont beaucoup diminuer d'un seul coup. Et ils vont devenir de plus en plus des ouvriers. Et ces ouvriers vont devenir en fait des prolétaires, qui ne sont pas des ouvriers. Les ouvriers sont des gens qui œuvrent. Ouvrier, ça vient de œuvre. Qu'est-ce que c'est que œuvrer? C'est de produire un ouvrage. Un ouvrage, c'est quelque chose qui est produit par du savoir. C'est ce que produit un artisan, par exemple. C'est aussi ce que produit Michel-Ange. C'est ce que produit un doctorant de physique comme celui que j'ai ce matin écouté. Voilà, c'est une œuvre de physique, etc. Et c'est produit par un savoir. Ce savoir, ça peut être un savoir-faire, ça peut être un savoir-vivre, ça peut être un savoir scientifique, mais c'est du savoir. Ce qui se produit au XIXe siècle, c'est que le savoir disparaît du salariat. C'est ce que décrit, le premier à décrire ça, c'est pas Marx d'ailleurs, c'est Adam Smith, 1776, donc c'est encore le XVIIIe siècle. Il dit, petit à petit, tous ces gens qui travaillent dans la manufacture d'épingles qu'il décrit au début de la richesse des nations, eh bien, ils vont devenir en fait des serviteurs des machines.
Le savoir sera dans la machine. Alors c'est pas ça, c'est pas lui qui dit ça exactement. Il décrit ça, mais celui qui le pense, c'est Marx. Il dit en fait, le savoir est passé dans la machine. Et à ce moment-là, en optimisant la production de savoir, on fait des gains de productivité considérables. Et à cette époque-là, on ne redistribue pas du tout aux ouvriers. Les ouvriers qui ne sont plus des ouvriers, mais des prolétaires, sont dans la misère absolue. Que décrit Marx, justement, à Manchester, que décrit Dickens, etc. Et qui est une abomination. Avec des mômes qui travaillent à 6 ans, qui meurent à 12 ans, c'est atroce, absolument atroce. On peut difficilement imaginer pire comme barbarie, finalement. Hein. Donc, il y a une barbarie quand même, hein, à l'origine du capitalisme, une certaine barbarie. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui se transforme, que les marxistes ont beaucoup eu de mal à admettre, et qui est qui est mise en place, disons, par le capitalisme américain, et qui s'appuie sur ce qu'on appelle la nouvelle automatisation, le taylorisme, qui va permettre de encore produire beaucoup plus avec moins. Donc de faire baisser les coûts de production, d'augmenter les gains de productivité de manière considérable, et avec un problème qui va se poser à ce moment-là. On peut produire 1 million d'automobiles par an, dit Henry Ford, en 1908. Et c'est son objectif. Il dit, dans 10 ans, je produirai 1 million de bagnoles par an. Ce qui est fou. Parce qu'à l'époque, les gens ne conduisent pas de voiture. Il y a quelques bagnoles, mais il n'y a même pas de route. Et lui, il se donne cet objectif-là. Et il y arrive. Et il y arrive parce qu'il dit, je vais utiliser le taylorisme, c'est-à-dire la production à la chaîne, et je vais donner du travail à mes ouvriers qui vont bosser à la chaîne. C'est un travail très très dur. Ils vont totalement crétiniser, c'est ce que décrit les temps modernes de Charlie Chaplin. Mais en compensation, je vais très bien les payer. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je vende mes voitures. Et il faut qu'ils puissent les acheter. Sinon, je ne les vendrai pas. Et je vais pouvoir les vendre parce que grâce aux gains de productivité, en les payant bien, mais en faisant diminuer les coûts de production, elles ne seront pas trop chères. Donc ils sont bien payés, les voitures ne sont pas très chères, ils peuvent les acheter à crédit. Et à ce moment-là, on crée ce qu'on appelle la classe moyenne américaine. Et la classe moyenne américaine, ce sont des prolétaires en fait, qui ont une auto, une maison, etc. Et en fait, ça ne marche pas vraiment très très bien. Ça marche pas mal pour Ford, mais ça ne marche pas pour l'économie américaine. Pour des tas de raisons que je ne vais pas décrire maintenant, l'économie américaine entre en crise en 1929, pour 1000 autres raisons. Et en 1933, 4 ans après la crise, Roosevelt et Keynes disent il faut tirer les leçons de tout ça. Il faut que tous les ouvriers américains soient bien payés, ils aient une protection sociale, un droit à la formation, un droit à la retraite. Et c'est l'explosion économique des États-Unis, qui d'un seul coup produisent un immense marché de 300 millions d'habitants, voilà, et qui après attaquent les marchés extérieurs, après la Deuxième Guerre mondiale, avec les fameux plans Marshall, etc., etc. Pourquoi faire ? Pour américaniser le monde entier. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, ça s'appelle les 30 Glorieuses. Et ça commence à dysfonctionner à partir de 1972, avec ce qu'on appelle le choc pétrolier, mais qui est en réalité le choc pétrolier un symptôme de quelque chose de plus général, qui est que les pays qui ont été décolonisés, grâce aux guerres de décolonisation, la guerre du Vietnam, qui s'appelait au départ la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, beaucoup d'autres guerres, et qui ne sont pas simplement entre la France et ses colonies, et ses anciennes colonies, mais dans de nombreux pays, dans le Gola, etc. Beaucoup l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie. Il y a énormément de pays colonisés à cette époque-là. Eh bien, ces pays vont être décolonisés, ils vont conquérir progressivement leur autonomie. Le dernier à la conquérir vraiment, c'est le Vietnam. Et ils vont devenir ce qu'on appelle les nouveaux pays industriels, les NPI, où on trouve à la fois les Émirats Arabes Unis, le Vietnam, certains pays d'Afrique maintenant, d'Afrique du Nord en tout cas. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que l'appareil de production industrielle migre progressivement. Il fiche le camp là où la main-d'œuvre n'est pas chère, particulièrement en Chine aujourd'hui. La principale place aujourd'hui de production manufacturielle, c'est la Chine. Et ça crée un déséquilibre. Et à ce moment-là, ça commence à se percevoir dans les années 70. Et à ce moment-là, les conservateurs anglais, l'Angleterre, c'est le plus grand pays colonial, Commonwealth. Et les républicains américains décident qu'il
il faut avoir les yeux en face des trous, comme on dit. Tous ces anciens pays coloniaux vont devenir des producteurs, ils vont venir concurrencer le capitalisme industriel américain, français, anglais, allemand, etc. Et en fait, il faut dire, ok, c'est pas grave, on va s'en servir pour quoi faire? Pour baisser le coût du salaire dans les pays de production, l'Europe, l'Amérique, etc. Et on va transformer, en fait, on va décorréler le capitalisme financier et le capitalisme entrepreneurial. Et donc on ne va plus gagner d'argent en fait qu'avec la spéculation financière, sur ces mouvements de transformation. Ça, c'est ce qu'on appelle la financiarisation du capitalisme occidental. Ça a été mis en œuvre, ça a été théorisé par Milton Friedman, et ce qu'on appelle le néolibéralisme, et ça a été mis en œuvre par comment il s'appelle, Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis. Et en Europe, les gens se sont, comme ils disent, adaptés. François Mitterrand, par exemple, en 1983, a nommé Laurent Fabius pour appliquer ça, sans le dire, bien entendu. La différence entre le néolibéralisme de la droite anglaise ou américaine et le néolibéralisme de la droite et de la gauche française, c'est qu'ils font la même chose, mais ils ne le disent pas. Ce qui fait que les gens, en plus, n'adhèrent pas du tout. Parce qu'ils se disent tous, on se fait rouler. Sarkozy nous a roulé, Hollande nous a roulé. Alors les électeurs de Sarkozy considèrent que Sarkozy les a roulés, les électeurs de Hollande considèrent que Hollande les a roulés. Mais le résultat, c'est que dans tous les cas, on applique ces politiques néolibérales. Or, ces politiques néolibérales, sur quoi est-ce qu'elles reposent? Sur une diminution de la masse salariale, et de la masse salariale et du niveau de salaire. Vous savez que la classe moyenne américaine a vu ses revenus diminuer de 40%, un truc comme ça. La classe moyenne américaine. Moi, quand j'étais petit, mon père, il a fini sa vie ingénieur à la télévision française. Il ne gagnait pas très très bien sa vie quand j'étais petit parce qu'il n'était pas encore ingénieur. C'est un ingénieur maison, mais il était technicien. Enfin, il ne gagnait pas trop mal sa vie. Mais il gagnait beaucoup moins d'argent qu'un ouvrier de la métallurgie américaine. Et pourquoi? Parce que ce modèle qui avait été mis en place par Ford et Keynes, ce qu'on appelait le New Deal, avait réellement fait augmenter le niveau de vie. Et ensuite, dans les années 60, avec le gaullisme, il a commencé à y avoir une espèce de mise à niveau, bon, voilà, pour solvabiliser, parce que tout le monde s'est dit, on est obligé d'appliquer ce modèle en fait partout. Le travail à la chaîne, c'était dans les usines Renault, il faut solvabiliser, il faut effectivement que les ouvriers de chez Renault puissent aussi s'acheter une petite 4 chevaux, on l'appelait comme ça. Chez Citroën, c'était la 2 chevaux. Mes parents, ils avaient une 2 chevaux. Bon. Mais à partir des années 70, ça a commencé à s'arrêter, ça. Années 80, c'est la diminution. D'abord, licenciement en masse, chômage qui devient chronique, endémique, avec soi-disant 10% de chômeurs, dans la réalité plutôt entre 18 et 20%, dans la réalité. Très très coûteux pour la société. Et donc, qu'est-ce qui se développe à ce moment-là? Les subprimes.